La sécurité sociale de l'alimentation, on pourrait dire qu'elle est à la convergence de deux mouvements. Un mouvement de gens qui travaillent sur les questions de pauvreté, de précarité alimentaire et qui comprennent que la pauvreté ou la précarité, ce n'est pas uniquement un problème économique de manque d'accès à des capacités d'acheter, à des capacités de manger, mais que c'est finalement une question plus politique, ce que ATD Carmonde et l'Université d'Oxford ont très bien montré, à partir de travaux qui sont faits par des gens qui vivent des situations de pauvreté. C'est ce qu'ils ont appelé, au cœur de cette définition, le dessaisissement du pouvoir d'agir. Dessaisissement du pouvoir d'agir, ça veut dire que la question, elle est éminemment politique, et pas uniquement économique, même si ça fait partie de la définition. Et le deuxième mouvement, c'est une volonté de réformer le système alimentaire industriel, générateur de beaucoup d'externalités, beaucoup de problèmes environnementaux, sociaux, politiques, etc. Mais en essayant de redonner du pouvoir aux citoyens pour transformer ce système-là. Donc le principe de la sécurité sociale, qui est un projet porté par des acteurs de la société civile, par des ONG, c'est de dire on va constituer une nouvelle branche à la sécurité sociale de la santé, dans laquelle tout le monde va cotiser, comme on cotise à la sécurité sociale, va cotiser selon son niveau de revenu, et va permettre à tout le monde, absolument tout le monde, quel que soit son niveau de vie, de disposer de, on part sur une hypothèse, de 150 € par personne et par mois pour acheter des aliments dans soit des magasins, soit une liste d'aliments qui aura été décidée par les citoyens au travers de comités citoyens localement constitués pour débattre de à quoi doit donner accès ces 150 € par mois. Il y a un certain nombre d'ONG qui, en France, militaient pour essayer de sortir une forme de lutte contre la précarité alimentaire qui est sous forme de distribution de produits qui sont généralement les invendus des supermarchés, ce qu'on appelle classiquement l'aide alimentaire. Ces ONG ont construit un projet qui s'appelle le projet Territoires à vivre, vivre au pluriel, avec le jeu de mots de vivre et des vivres, qui s'est implanté dans 4 villes, Lyon, Montpellier, Toulouse et Marseille, et dans lesquelles chacune de ces villes a, avec des collectifs d'ONG locales, essayé d'expérimenter d'autres façons de faire de la lutte contre la précarité alimentaire. Et à Montpellier, c'est un collectif d'une vingtaine d'ONG qui étaient sensibles à ces questions, qui voulaient expérimenter autre chose que de l'aide alimentaire, et qui ont proposé la construction d'un comité citoyen de l'alimentation, aujourd'hui composé de plus de 60 personnes, dont la moitié sont des gens qui vivent des situations de précarité alimentaire, et qui ont élaboré l'idée de construire une caisse alimentaire, c'est-à-dire une caisse qui est alimentée par des cotisations de citoyens et qui leur permet à chacun de pouvoir bénéficier d'un montant leur permettant d'acheter des produits. Très concrètement, aujourd'hui, il y a une grille qui a été élaborée et qui permet, en fait, c'est même pas une grille, il vaudrait mieux dire, c'est une échelle qui a été constituée pour permettre aux gens de décider librement de leur montant de cotisation entre 1 et 150 € par mois. Les plus riches, en fait, vont cotiser jusqu'à 150 € par mois. Les plus pauvres, 1 €. Et chacun va toucher 100 € par mois. Alors c'est intéressant, c'est qu'au moment où ça a été mis en place, il y a eu toute une discussion. Est-ce qu'on impose des critères stricts et le comité citoyen a vraiment manifesté sa volonté de ne surtout pas enfermer les gens dans des cases. 3 échelles ont été définies. À un moment, au moment où c'était dessiné sur un tableau, quand on discutait, il y a quelqu'un qui a écrit les 3 lignes, et puis la ligne de combien ça ferait en termes de cotisation. Il a failli dessiner des traits verticaux. Et là, il y a des gens qui ont dit surtout pas de traits verticaux, surtout n'enfermons pas les gens dans des cases. Laissons les gens libres. L'intérêt, c'est en fait que chacun, en fonction de son niveau de vie, et décide de sa cotisation. Donc on cotise entre 100 et 150 € et on touche 100 €. Et on touche 100 € par mois. Et ça permet d'avoir accès à un certain nombre de magasins ou de lieux de vente qui sont conventionnés par le comité citoyen. Le comité citoyen a élaboré une grille d'évaluation d'un certain nombre de lieux de vente
Certains n'ont pas pu être conventionnés, d'autres le sont. Donc on va trouver dedans un marché de producteurs, on va trouver une boulangerie, on va trouver des épiceries qui sont très engagées dans une très grande attention à leurs fournisseurs, on va trouver quelques biocoop. Et donc on a aujourd'hui comme ça quelques dizaines de magasins dans lesquels aujourd'hui 380 expérimentateurs vont faire leurs courses tous les mois avec leurs 100 euros. Alors c'est pas 100 euros véritablement en monnaie, c'est au travers d'une monnaie virtuelle qui s'appelle la monnaie alimentaire, la Mona, qui est en fait une espèce de sorte de monnaie numérique et qui permet en fait de ne pouvoir acheter que dans ces lieux conventionnés. Aujourd'hui, grosso modo, on est à 60 euros de cotisation moyenne. Ça veut dire que chaque mois, le montant de la caisse diminue, puisque on a des cotisations qui sont inférieures à ce que les gens touchent. En fait, il y a eu un appel à candidature pour être expérimentateur qui a été fait par le biais des associations, par le bouche à oreille. Et sur cette base-là, sur la base de centaines de candidatures qu'on a reçues, il y a eu un tirage au sort pour être représentatif de la population de Montpellier. Montpellier est une ville où il y a beaucoup de pauvreté, et donc on a beaucoup de gens qui sont en situation de précarité alimentaire dans ces expérimentateurs, et qui donc payent moins que les 100 euros qu'ils reçoivent chaque mois. Donc aujourd'hui, on a maintenant depuis pratiquement un an ce système qui fonctionne et qui est évalué par un comité scientifique qui évalue les effets sur les changements de régime alimentaire, les effets sur justement le sentiment de ressaisissement du pouvoir d'agir, les effets sur les politiques, parce que aujourd'hui, la mairie, la métropole de Montpellier sont associés, sont dans le comité, non pas comme bailleurs, mais comme partenaires, même s'ils contribuent aussi un peu financièrement à la caisse. Donc la caisse, elle est constituée des cotisations des membres et elle est complétée par des cotisations de la ville, de la métropole et puis de fondations privées. Dans ce comité citoyen, on a donc 65 membres du comité citoyen. La moitié sont des gens qui vivent en situation de précarité. On a des hommes et des femmes, on a des jeunes et des vieux. Et on a du débat, du coup, parce que tout le monde veut effectivement pas la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde est très sensible aux questions environnementales, aux questions d'accès de l'alimentation pour tout le monde, véritablement, mais tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat pour pouvoir y accéder. Et donc, on a aussi des sensibilités qui sont différentes entre les membres. Donc, il y a du débat. Et si ce débat, on arrive à le faire, c'est aussi parce que ce comité, il est accompagné par des professionnels de l'éducation populaire et de gens qui sont extrêmement attentifs à ce que tout le monde puisse avoir la parole, que tout le monde puisse s'exprimer. Alors ça fonctionne aussi avec des supports pédagogiques pour pas faire simplement que des réunions où on débat, mais il y a aussi des exercices. Et puis le comité a été très demandeur aussi de formation, de pouvoir rencontrer des experts, de pouvoir discuter d'un certain nombre de questions sur lesquelles il semblait qu'il y ait de la controverse. Donc il y a, je peux dire, vraiment un exercice de démocratie citoyenne aujourd'hui dans la ville, qui n'est pas forcément, c'est pas forcément des citoyens qui sont totalement représentatifs de la population. Parce que il y avait un appel à volontariat pour faire partie de l'expérimentation et il y avait aussi un appel à volontariat pour faire partie du comité citoyen. Et donc, c'est des gens qui sont motivés, a priori, par la question alimentaire, et ce n'est pas forcément le cas de toute la population. Il y a aussi des gens qui vivent très difficilement leur situation alimentaire, qui n'ont pas forcément envie d'en parler et de s'engager dans un changement alimentaire, parce que c'est lourd de conséquences. C'est se rendre compte qu'effectivement... on nourrit sans doute ses enfants avec des produits bourrés de pesticides ou des produits ultra transformés générateurs d'obésité. Et donc, on sait bien que toute la population n'est pas forcément encline à s'engager dans un processus dans lequel on essaie de reprendre la main sur son alimentation. Et c'est un vrai enjeu. Comment on construit une démocratie alimentaire en évitant le piège de n'avoir que des volontaires. Et donc l'idée, c'est de commencer à explorer ce qu'on appelle de l'aller vers, d'essayer d'aller trouver des gens qui, a priori, ne sont pas branchés sur le milieu associatif,
et qui, a priori, on ne va pas facilement les avoir, et donc de leur proposer, en allant les voir, en mobilisant des voisins, de progressivement élargir ce comité avec des gens qui ne sont pas a priori des militants d'un changement alimentaire. Et c'est très intéressant à observer, c'est ce qu'on observe au travers du suivi et de l'évaluation de cette expérimentation. Dans les discussions du comité citoyen sur quels sont les lieux de vente qu'on va conventionner, la question du bio et du local, elle sort très vite. Elle sort très vite parce qu'elle est médiatiquement très, très dans le débat. Il y a une très forte sensibilité chez tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, par exemple à la question du bio et à la question du local. Après, on a aussi des gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder au bio et qui se posent des questions, en demandant finalement est-ce que le bio c'est si bien que ça. C'est aussi une façon d'échapper à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, la tension qui résulte du fait qu'on sait que ça serait mieux de manger du bio pour ne pas s'empoisonner, et en même temps on n'en a pas le pouvoir d'achat, et donc on finit parfois par douter que finalement est-ce que c'est si bien que ça. Donc on a ce genre de discussion qu'on va trouver dans le comité. Le local a aussi beaucoup d'intérêt, suscite beaucoup d'intérêt. Une des grandes volontés du comité et de tous les participants, c'est de reprendre la main sur leur alimentation. Et de ce point de vue-là, le local, il joue ce rôle. L'alimentation vient de très loin, elle passe dans des mains très nombreuses, on ne sait plus très bien comment ça marche, on a vraiment un rapport très distancié à notre alimentation, avec l'alimentation industrielle. Et le local, de ce point de vue-là, il apparaît comme un moyen de reprendre la main. Ça vient de pas loin, donc probablement je peux le maîtriser. Ça n'est pas passé dans beaucoup de mains. Ce sont des circuits courts, donc je peux peut-être un peu contrôler. Je peux savoir comment c'est produit. Je peux retrouver un peu de proximité cognitive, comme on dirait. C'est une proximité politique, parce que j'essaie de décider finalement quelle est l'alimentation que je veux pour moi et mes enfants. Donc, c'est en débat. Et en même temps, on sent aussi que c'est traversé de tas de discussions. On sait bien que, par exemple, le local a été beaucoup monté en épingle pour en fait éviter d'aborder la question du durable. Et le local, on sait qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui l'ont utilisé comme un argument pour réclamer qu'on défende l'agriculture française face aux importations d'autres pays d'Europe ou extra-européennes, et que le local, ça a été aussi quelque chose qui a été très activé au moment du confinement, au moment de ce repli sur soi. On parle de souveraineté alimentaire, cette idée qu'en fait, on doit tout faire nous-mêmes. Et ça génère beaucoup de discussions, c'est-à-dire, est-ce que finalement c'est vraiment vers ça qu'on veut aller, ce sentiment qu'on va tout maîtriser soi-même? Et ça veut dire, est-ce qu'on abandonne la confiance qu'on doit établir vis-à-vis de gens qu'on ne maîtrise pas forcément, ceux qui produisent, ceux qui commercialisent, ceux qui transforment? Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ce comité, il se met à débattre de ce genre de questions. Comme je disais, dans le projet de la sécurité sociale et de l'alimentation, il y a l'idée de donner la capacité aux citoyens de décider de quel type de produit, à quel type de produit ils veulent avoir accès avec les 150 € qu'on leur donne. Et l'idée du conventionnement des magasins, il participe de la même chose. Dans le conventionnement, il y a cette idée de définir des critères de ce qu'on considère être un bon lieu de vente pour des magasins ou des producteurs qui sont attentifs à un certain nombre de questions. Cette idée en même temps de construire un comité citoyen, c'est aussi l'idée de redonner du pouvoir aux citoyens, de leur redonner de la voix, et une voix qui est légitime, parce qu'il est constitué effectivement de gens qui débattent, qui rencontrent des experts, qui sont parfois en contradiction, mais qui finissent par arriver à des consensus. Et donc c'est aussi l'idée de dire, si on a beaucoup de comités citoyens qui se multiplient, ça donne une force politique, ça donne une légitimité aux citoyens pour aussi participer aux discussions sur quel est l'avenir de notre système alimentaire. On sait que notre système alimentaire industriel, il a permis de nourrir une population à très faible coût, c'était ça le contrat social, mais qu'aujourd'hui il coince environnementalement, il coince d'un point de vue sanitaire, il coince d'un point de vue social, il coince d'un point de vue politique. On a besoin de refonder notre système alimentaire. Et la question, ce n'est pas uniquement aux industriels ou aux experts ou au ministère de décider. C'est aussi parce qu'on a aujourd'hui des enjeux très importants, l'arrivée des acteurs du numérique dans le système, qui peuvent complètement bouleverser
la façon dont on va se nourrir demain, qui rend nécessaire d'organiser un débat. Et un débat avec les citoyens. Donc, ces comités citoyens, pour moi, c'est des éléments qui permettent de légitimer la parole des citoyens et de participer au débat, et au débat politique dont on a besoin pour refonder un nouveau contrat social. On a besoin de refonder un nouveau contrat social parce que le changement climatique fait qu'on ne pourra plus produire comme avant. L'effondrement de la biodiversité ne permettra pas de continuer. Les problèmes de dégradation de la santé, le développement du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des maladies dégénératives, des cancers, etc., liés à l'alimentation, font qu'on sait bien aujourd'hui qu'il faut qu'on change de système alimentaire. Donc l'enjeu, il est de multiplier des espaces où des citoyens se réemparent de la question alimentaire, en débattent, et puis se mettent après à en débattre avec des agriculteurs, avec des industries de la transformation, avec la distribution, avec les pouvoirs publics, avec les experts, avec les médecins, etc. Et refondent localement, parce que c'est plus facile à faire localement que d'emblée de le faire à l'échelle nationale, du coup, essaye de le faire localement. C'est ça qu'on essaie d'expérimenter à Montpellier. On n'est pas les seuls. Hein. Maintenant, il y a plein d'autres villes en France qui sont en train d'essayer de faire la même chose. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que s'il se multiplient ces espaces de reconstruction, finalement, d'un système alimentaire à une échelle locale, et qu'on peut ensuite mettre en commun tous ces travaux de toutes ces conventions citoyennes pour en faire une convention citoyenne nationale, mais une fois que ça a été débattu, et ça prendra du temps, ça aura été débattu à l'échelle locale, alors on a une force politique, potentiellement. C'est-à-dire la voix des citoyens qui ont réfléchi, débattu, rencontré des experts, se sont informés, ont fait la part des choses. Et ça ne veut pas forcément dire que ça sera que du bio, ou que du local, ou que des circuits courts, ou que du végétarisme ou du véganisme. Il y aura du débat, il y aura de la contradiction, mais c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est que pour reconstruire un contrat social dans lequel il faudra probablement payer notre alimentation plus cher, parce que le contrat social dans lequel on était faisait qu'on cherchait l'alimentation la moins chère possible, sauf que quand on commence à calculer le coût sociétal, on s'aperçoit que quand on achète 100 € de nourriture aujourd'hui, ça génère entre 100 et 200 € de coûts pour la santé et de coûts pour l'environnement. Si on doit réintégrer ces coûts pour la santé et l'environnement dans le coût de notre alimentation, il faudra la payer plus cher. Ça veut dire que pour aller vers ça, on est obligé d'avoir une adhésion de la population sur ce nouveau contrat. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi le construire avec les citoyens. Le système alimentaire, il a été aussi beaucoup construit par la politique agricole et la politique alimentaire du pays et de l'Europe. Donc on ne peut pas gérer toutes nos affaires de système alimentaire à des échelles locales. Pour moi, l'échelle locale, elle a un intérêt pour construire des espaces de réflexion qui tiennent compte de la diversité des situations, mais des espaces de réflexion et de construction et de proposition politique, mais qu'il faudra à un moment fédérer à une échelle nationale. Je crois à l'intérêt de conventions, de petites conventions citoyennes à des échelles locales, d'abord fédérées ensuite à l'échelle nationale, que d'emblée une convention nationale. On a vu ce qui s'est passé avec la convention nationale sur le climat ou sur la politique agricole commune. Bon, c'est une convention, ce sont des citoyens tirés au sort, ce sont des citoyens qui rencontrent des experts, qui débattent, qui discutent et qui finissent par faire des propositions. Ces propositions, elles ont rencontré ensuite l'avis des forces économiques, les industries, des forces scientifiques, et finalement le politique arbitre entre tout ça. Mais du coup, la force du comité, de la Convention citoyenne pour le climat, elle n'était pas suffisante pour arriver à contrer les lobbies industriels qui aujourd'hui tiennent le système alimentaire. Donc c'est pour ça que si on veut bouger les rapports de force, parce que le système est aujourd'hui très verrouillé par un ensemble d'institutions qui tiennent complètement la gouvernance du système alimentaire, on a intérêt à multiplier les capacités citoyennes de prendre des positions. Alors, ça ne suffira pas d'avoir que les citoyens. Il faut aussi qu'on ait le secteur économique. Les entreprises, c'est elles qui nous fournissent, qui nous transforment, distribuent, c'est les restaurants, c'est les supermarchés, les épiceries, ce sont bien évidemment les agriculteurs et toutes les industries de la transformation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises ? Là, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se jouer.
D'une part, émergent des nouveaux modèles d'entreprise. L'économie sociale et solidaire commence aussi à rentrer dans le secteur agroalimentaire. Et puis, il y a un mouvement dans ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui a été beaucoup du greenwashing pendant longtemps, ou du social washing. On fait semblant, mais ça ne change pas fondamentalement. C'est quand même en train de se durcir. Très doucement, trop doucement pourrait-on dire. Mais on voit quand même arriver, par exemple, l'idée de nouvelles normes comptables dans lesquelles on ne rendra pas seulement des comptes sur la performance financière, mais aussi sur sa performance environnementale et sociale. Il y a un grand débat actuellement au niveau de la Commission européenne là-dessus. Donc on voit aussi un certain nombre de certifications d'entreprises qui se durcissent pour amener les entreprises progressivement à être davantage responsables face à la société. Donc je pense qu'il y a aussi des mouvements d'entreprises qui décident de changer, qui décident d'être davantage en phase avec la société, davantage responsables vis-à-vis de la société, parce qu'elles sentent qu'être durablement en rupture avec la société, c'est aussi leur mort possible, qu'il faut accompagner ce mouvement de changement des modèles d'entreprise. Et puis dans le domaine alimentaire, il est intéressant de voir que il y a sans doute une alliance à tisser entre le monde agricole et le monde alimentaire, on va dire, et le monde de la santé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé le Pacte vert quand elle est devenue présidente de la Commission. Le Pacte vert, c'était une nouvelle politique pour l'Europe visant à ramener les jeunes dans le projet européen, jeunes qui étaient en train de le quitter massivement. Et pour elle, qui n'est pas pour autant une écolo, mais l'enjeu c'était offrir un projet aux jeunes qui leur fasse envie et notamment qui tienne compte des questions environnementales et sociales. La composante alimentaire du Pacte vert, ça s'appelle Farm to Fork en anglais, c'est de la fourche à la fourchette, c'est une politique alimentaire de véritablement transformation du système alimentaire pour le rendre durable d'un point de vue environnemental, sanitaire, etc. Au sein de la Commission européenne, il est intéressant de voir quel est le principal support de cette nouvelle politique alimentaire. C'est pas la DG Agriculture, c'est la DG Santé. Parce que le coût pour la santé est épouvantable aujourd'hui. Le coût de l'obésité, le coût des cancers, le coût des maladies dégénératives, le coût des maladies générées par un système alimentaire où on mange trop gras, trop sucré, trop salé, bourré de pesticides, de produits ultra transformés, est intenable à terme pour le système de la santé. Donc on a aussi intérêt pour bouger les rapports de force et pas laisser le pouvoir uniquement dans les mains des lobbies agricoles et des lobbies industriels, de la transformation et de la distribution, et demain du numérique, d'avoir un allié avec la santé, parce que c'est son intérêt aussi de faire bouger le système. Donc, faire monter les citoyens, trouver des entreprises qui veulent s'embarquer dans un changement, faire une alliance avec le secteur de la santé, c'est peut-être un moyen d'arriver à faire bouger le rapport de force dans la gouvernance du système. Après la Seconde Guerre mondiale, quand on a décidé de relancer la production agricole pour nourrir la France et l'Europe, on a installé un certain nombre d'institutions publiques et puis un certain nombre d'entreprises se sont organisées autour des producteurs agricoles, des transformateurs, distributeurs, pour faire advenir ce contrat social, produire le moins cher possible une alimentation pour nourrir très vite une population. Aujourd'hui, on a des entreprises semencières qui font des engrais, qui font des produits phytosanitaires. On a des organismes qui s'occupent du foncier, de l'assurance agricole, du crédit agricole, du conseil, de la gestion, de la recherche, de la formation. Tout ça, ça constitue un système qui a été mis en place pour faire advenir ce contrat social. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est compliqué de le faire changer, parce que toutes ces institutions sont liées les unes aux autres. Si on regarde les conseils d'administration et les gouvernances, c'est très croisé. Donc, faire bouger le système, c'est pas simplement dire aux agriculteurs, vous devriez passer à l'agroécologie. Les agriculteurs, ils ont été embarqués dans un système et accompagnés par le crédit, par les semences, par les engrais, par les phytos, par l'ensemble de ces institutions. Comment on arrive à faire bouger ça ? C'est là qu'on a besoin de faire bouger les rapports de force. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans une vraie bagarre. C'est que ce système, il est installé avec un certain nombre d'acteurs très puissants qui tiennent les rênes de la gouvernance. Ce sont les grandes entreprises des agrofournitures. On n'a qu'à voir récemment la discussion à Bruxelles sur le glyphosate, où on a quand même une convergence scientifique pour dire qu'il y a un risque, un vrai risque, mais n'empêche qu'on en reprend pour 10 ans, parce que le lobby
des produits phytosanitaires. C'est très bien organisé pour arriver à faire pression pour ça. Donc c'est là qu'on a besoin de changer le rapport de force. Et c'est vrai que ça va être compliqué de le faire à l'échelle européenne parce qu'on voit depuis quelques années monter des forces politiques qui sont ouvertement et radicalement anti-environnementales. Les Pays-Bas ont un gros problème de pollution azotée lié à une surabondance de l'élevage et ont décidé, alors que ce n'est pas du tout un gouvernement écolo, mais par rapport à ce risque qui est majeur, de diminuer dans un premier temps par 2 le nombre d'animaux sur le pays. C'est une révolution quand même. Évidemment, ça a provoqué beaucoup de réactions des agriculteurs et ça a provoqué, on le sait, la création d'un parti politique ruraliste de défense de l'agriculture et qui aujourd'hui est ouvertement anti-mesures environnementales. Mais de la même façon qu'en France, on voit monter aussi un mouvement ouvertement anti-environnemental en disant la guerre en Ukraine nous a bien montré que en fait l'enjeu c'est pas de faire de l'environnement, l'enjeu c'est de retrouver la souveraineté alimentaire de la France, que la France redevienne le territoire, le pays nourricier du reste du monde, et donc ne nous embêtez pas avec l'environnement, laissez-nous relancer la machine à produire. Donc on voit aujourd'hui qu'on rentre dans une vraie bagarre entre des gens qui sont favorables à un changement de système et des gens qui ont construit leur richesse et leur puissance sur l'ancien modèle et qui tiennent bien, qui comptent bien, à la limite le faire évoluer, mais suffisamment lentement pour avoir le temps de s'adapter. Et l'enjeu, il est d'ailleurs plus dans cette idée de la transition, la question de la vitesse de la transition, que l'opposition ou le soutien à une politique transitionnelle. Alors, il y a quand même des forces politiques qui s'organisent aussi, c'est que la société civile a commencé à s'organiser à l'échelle européenne. Il y a un organisme qui s'appelle la Food Policy Coalition, qui est composé de dizaines d'organisations de la société civile dans tous les pays européens, qui soutiennent la mise en place d'une politique alimentaire européenne, avec une discussion qui a eu lieu au départ, c'est est-ce qu'on réforme la politique agricole commune pour la transformer en une politique alimentaire, ou bien est-ce qu'on crée une politique alimentaire nouvelle, véritablement indépendante. Et c'est plutôt la deuxième option qui a été réfléchie, parce qu'on a compris qu'à l'intérieur de la DG Agri, le système était trop verrouillé pour arriver à faire vraiment évoluer le système, et puis que l'alimentation, c'est pas simplement une consommation de produits agricoles. C'est un enjeu de santé, c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu social, c'est un enjeu éducatif, et que c'est éminemment transversal. Et donc c'est pour ça aussi, c'est cette idée de faire advenir une DG alimentation, de la même façon qu'on pense à des ministères de l'alimentation, et non pas que des ministères de l'agriculture, et dans lesquels l'alimentation n'est pas simplement le débouché de l'agriculture, qu'elle est aussi le moyen de construire son rapport à soi-même, son plaisir, sa santé, son identité individuelle. C'est aussi le moyen de construire son rapport aux autres. On cuisine pour les autres, on partage le repas, la commensalité, on se relie aux acteurs à qui on doit faire confiance, qui nous nourrissent. Et puis enfin, c'est un moyen de se relier à la biosphère. C'est une relation aux animaux, c'est une relation au paysage qu'on a façonné par l'agriculture. Et donc, si on prend l'alimentation dans cette vision-là, dans cette vision holistique, on voit qu'elle ne peut être traitée qu'en transversale de l'ensemble des autres secteurs. Et c'est ça que la European Food Policy Coalition essaie de porter aujourd'hui comme revendication.